J'étais bien curieux de lire ce sujet et hâte d'entendre l'ami Denis Martel à ce sujet concernant justement le rôle que les influenceurs peuvent jouer en faisant le pont entre les journalistes et le grand public. Salut Denis, je rappelle que Salut tu es Francis. stratège en communication numérique. Merci d'être avec nous. Bon, on a parlé des influenceurs plus tôt cette semaine. Oui. Bon, c'est un sujet évidemment qui fait couler beaucoup d'encre. Je te laisse peut-être, Denis, nous expliquer un peu ce que tu avais derrière la tête, puis ensuite on pourra avoir peut-être une conversation à 3-4, mais quel est le rôle justement que les influenceurs peuvent jouer dans cet univers informationnel? Ben, on le voit, tu sais, les modèles d'affaires dans les médias sont bouleversés. Là. Fred en parle souvent d'ailleurs, puis même je te dirais qu'il fait autorité dans le sujet. Mais ce qu'on trouve pas, on voit pas nécessairement une prise de conscience ou un désir d'intégrer les influenceurs dans le modèle d'information quand on regarde du côté des grands médias ou des entreprises médiatiques. En tout cas, c'est plus compliqué. Puis là, ce qui est nouveau, ce que je trouve particulièrement intéressant, puis pourquoi j'avais envie de vous en parler, c'est que l'American Press Institute recommande d'intégrer des influenceurs dans les stratégies pour les médias locaux et leur recommande de collaborer avec des influenceurs pour passer le message dans un contexte ou dans un modèle un peu plus de médiation et de collaboration, de co-création d'actualité. Ça, je te dirais d'avoir là un son de cloche d'un institut aussi crédible, c'est nouveau. Ouais, mais Fred, je t'écouterais là-dessus un peu. Toi qui es un. C'est tellement intéressant. Toi qui es bi. qui est autant dans le traditionnel que dans le numérique. Mais effectivement, moi, je trouve ça intéressant parce que, bon, écoutez, me voilà YouTuber à présence à Cube à tous les jours, tout l'été, pendant 3 heures avec toi, Francis. Tu sais, même j'ai chroniqué avec Isabelle Maréchal toute l'année. L'an passé aussi, j'étais avec toi. Puis je pense que y a une belle réflexion là, de la part de nos collègues ici puis de nos patrons de dire, ben peut-être que justement, on peut servir le public avec mon angle personnel là, qui se veut informé, divertissant aussi. Mais moi, je ressensais un peu la documentation que tu nous as fournie avec ta chronique, Denis, puis effectivement, c'est vraiment de placer les influenceurs comme espèce de pont entre le journaliste traditionnel et le public. Donc, tu sais, moi, je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, ça va toujours prendre, tu sais, une rigueur, une vérification des faits, tu sais, des normes et pratiques, là, une certaine un côté classique au journalisme traditionnel, mais ensuite, effectivement, on peut prendre quelqu'un qui raconte bien cette nouvelle. Puis bon, au Québec, on peut penser entre autres à Farnell Morisset, là, qui n'est pas associé à aucun grand média, mais qui fait aussi du commentaire, puis on peut dire qu'il rapporte beaucoup de propos journalistiques là, via ses capsules sur TikTok et sur les autres médias sociaux. Je crois qu'il y a de quoi de très utile, puis moi, je suis reconnaissant de pouvoir contribuer à ça ici à Cube. Là. J'ai quand même le sentiment, puis je veux pas m'immiscer entre vous deux, messieurs, mais que dans la création qu'on appelle d'influence, la création numérique, il n'y a pas nécessairement cette idée de... Il y a comme une recherche tout de suite de rentabilité. Puis tu parles, Denis, de modèle d'affaires, justement. Pour moi, le journalisme, surtout d'enquête, là, qui est long, qui est profond, qui est coûteux, qui est complexe. Je sais pas si on aurait eu un deep throat là, de la crise là, dans les années 70 aux États-Unis si ça avait été fait par des influenceurs payés sur TikTok. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a pour moi comme une espèce de schisme entre ces deux types d'activités. Puis je dis pas ça pour cracher sur les influenceurs. Ils jouent un rôle important, plus tu disais de divertissement peut-être. Puis oui, dans une certaine mesure d'information, mais jusqu'à un certain point où je vois pas des influenceurs se casser le bessic pendant 6 mois, pas gagner de salaire, etc. pour mettre une vidéo sur YouTube. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un rapport à l'instantanéité beaucoup plus rapide. On résume des choses. Puis encore une fois, je réitère, je pense que c'est pas inutile. Je pense juste que ça ne remplacera pas nécessairement le journalisme. Denis, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je trouve ça intéressant, puis c'est ça qui est le fun de cette nouvelle-là, puis de ce que l'on voit, c'est que justement, on dirait que les modèles sont en train de trouver à s'emboîter, tu sais, puis t'as raison sur... En fait, c'est une question de processus journalistique puis de méthode journalistique crédible. Il y a il y en a des créateurs de contenu qui se donnent, là, puis on sait pas toujours où ils vont chercher leur revenus, puis là, c'est une question importante, mais il y a tout le temps ce petit soupçon-là en arrière. Est-ce que la méthodologie était
suffisamment honnête, suffisamment documenté pour que le propos soit complètement crédible. Fait que là, c'est pour ça que dans un contexte comme celui-là, d'arriver avec un rôle de médiateur entre les médias traditionnels et la population, ben là, on assiste plus à un rôle de rapprochement. Chose qui, justement, est une difficulté. On a l'impression que les grands médias se sont un peu éloignés à travers l'arrivée des nouveaux médias. On les sent beaucoup plus loin de la population, de leur clientèle qu'il le faudrait. Tu sais. Ouais, mais donc, c'est là où je suis pas nécessairement d'accord, tu sais, Denis, puis je veux pas, encore une fois, on discute, mais tu sais, ce que tu évoquais, Fred, est intéressant. Tu sais, on est, Cube Radio, drôlement, fait partie d'une grande société médiatique qui est québécois, mais moi, j'ai toujours tripé à travailler ici parce que je sentais qu'on était un peu l'underdog. Là. Tu sais, on était à l'époque, notre bureau sur Berry, là, tu sais, c'était tout c'était patenté, ouais, tu sais, on faisait de la radio un peu envers et contre tous, puis même encore aujourd'hui, tu sais, on est la petite affaire dans Québécois, le Journal de Montréal, TVA, LCN, tu sais. Donc, je trouve que, puis je trouve pas qu'on a cette distance-là avec notre public, tu sais, on a une interaction constante, on le sait, les gens nous écrivent. À ce sujet, je pense que c'est parce qu'on voit qu'au niveau purement statistique, là, il y a des influenceurs individuels qui rejoignent beaucoup de monde. Là. Donc, je ramène mon idée de pont entre la nouvelle dure puis le public éventuellement, de réussir à passer par ces canaux-là. Bon, il y a la question de la rentabilité. Tu sais, tu l'as dit, l'enquête, là, elle doit se financer sur plusieurs mois. Puis on fait pas du journalisme d'enquête, si soyons bien clairs. Là, on a des enquêteurs. Nous, on rapporte la nouvelle, on rapporte la nouvelle, ouais. Mais puis je trouve que ça ressemble un peu à cette idée d'influenceur qui réussit à rejoindre les gens. Puis l'autre affaire que je voulais dire, puis Denis, on va te repasser la parole pour conclure, mais tu sais, j'en ai aussi un peu contre le mot d'influenceur, puis je pense qu'on se rejoint probablement tous les trois là-dessus, mais c'est quoi un influenceur? Mettons, là, moi, je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Ian Bremmer. Là. C'est un des plus grands intellectuels actuellement. Il appartient au Eurasia Group. Il tient un genre de balado filmé quotidien où il parle de l'Ukraine, puis de la Chine, puis de l'Afrique, puis c'est très geek géopolitique. Est-ce que ce monsieur-là est un influenceur? T'sais, il a des millions d'abonnés, il fait des vidéos sur YouTube. Je veux dire, ça reste un chercheur, un penseur. T'sais, Foreign Affairs, là, la grande revue américaine, a un balado qui s'appelle The World Next Week. Ça dure 1 heure. Je l'écoute religieusement. Ils ont des centaines de milliers d'abonnés. Est-ce que ce sont des influenceurs? T'sais, quand je pense influenceur, là, je pense à la petite fille blondasse là, dans le vol Sunwing. Je sais pas, là, des vidéos très... Ils ont mauvaise presse, hein? Ouais, mais tu sais, comme je dis, on amalgame bien des affaires sous cette notion d'influenceur, créateur de contenu numérique, alors que Ian Bremmer, je pense pas que dans son CV, c'est écrit créateur de contenu numérique. Tu comprends? Il faut quand même le définir d'une manière ou d'une autre. Si je peux me permettre, Francis, 2 choses. Premièrement, c'est apporter au crédit de Cube. T'as raison, puis on n'est vraiment pas en contradiction avec ensemble là, sur ce que je disais tantôt par rapport à ton propos. C'est que c'est vrai que Cube, comme radio numérique, a fait preuve de créativité et a été à l'avant-garde de ce côté-là. Puis ce qu'on fait là, moi, Fred, toi, t'as aussi une existence numérique qui est assez prolifique. C'est en quelque sorte ce que nous dit le rapport. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que soudainement, un institut nous dit que c'est une bonne façon de procéder. Donc, Cube est à l'avant-garde. Maintenant, ce qu'il y a aussi dans le rapport, c'est qu'eux, ils recommandent de cesser d'appeler ça influenceur. Puis ça, c'est comique que t'en parles. C'est là où j'ai pas lu le rapport. Merci de le préciser. Parce que, tu sais, à la limite, sans m'élever au rang de Ian Bremmer, qui est, comme je dis, quelqu'un que je respecte énormément, je me considère, moi non plus, pas comme un créateur numérique ou un influenceur. Je veux dire, je me considère comme un animateur radio, comme un chroniqueur économique. Non, mais c'est là où je dis... Bref, malheureusement, c'est le temps qu'on avait aujourd'hui avec toi, Denis, mais super intéressante conversation. Si vous avez un avis là-dessus, c'est quoi un influenceur? C'est quoi le rôle des influenceurs dans l'information, dans le journalisme? Écrivez-nous 1-877-827-2346. Sinon, Cybèle, on en parlait un peu plus tôt, on l'a vu passer là, dans les écrans à LCN, TVA. Le ministre Jean Boulet là, est un peu à bout de sa patience dans le conflit de travail à Québec. Peux-tu peut-être nous donner un petit aperçu là, de ce qui se fait de ce côté-là? Ben oui, absolument. Il a dit que le conflit dure depuis beaucoup trop longtemps. Il vient juste de terminer une entrevue avec notre collègue Julie Marcoux à LCN. Ouais. Il a dit quelque chose de gros quand même.
Il a dit qu'il n'excluait pas la possibilité de devancer l'entrée en vigueur de la loi 89. Donc, la loi qui vise, à considérer davantage les besoins de population vis-à-vis les droits de grève. Mais là, c'est une loi qui est supposée arriver fin novembre. Là, j'ai appelé notre Antoine Robitaille national. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Il m'a dit que pour devancer cette loi-là, comme il l'a dit, le ministre, ça va prendre une autre loi. Parce qu'il peut pas juste la faire rentrer plus vite. Donc, il soulève la question, est-ce qu'on va devoir rappeler la Chambre cet été? Est-ce que, selon lui, il disait, est-ce que c'est peut-être une diversion? Y a-t-il un aspect stratégique à ça pour tasser un peu les chantiers en lien avec l'école, en lien avec sa clique? Est-ce que c'est une manière de parler d'autres choses? Et en dehors de ça, il pourrait même imposer un médiateur au RTC, donc au réseau de transport de la capitale. Puis si le médiateur, ça fonctionne pas, il pourrait même imposer un arbitrage, comme on le fait au fédéral. Ouais. Donc, c'est là qu'on en est. Il y avait une rencontre cet après-midi entre Jean Boulet, le RTC et l'autre syndicat de traversiers, notamment. Ouais. On ne sait pas encore ce qui s'est dit là-dedans, mais bref, présentement, on sent que ça bouille. Ouais. Est-ce qu'ils vont rappeler la Chambre cet été? C'est ça la question. Chose certaine, j'ai l'impression que les Québécois en ont marre un petit peu de cette constante ribambelle des traversiers fermés pendant la construction, les transports en commun fermés pendant le FEC. Sérieusement, guys, à un moment donné. Puis, d'apprendre, comme je l'ai fait récemment, que le Québec était l'hôte de 90% des jours de grève au Canada. Ça te met un petit peu... il y a anguille sur roche. Notre sang latin, Francis. Non, parce qu'à un moment donné, j'ai un grand respect pour les syndicats. Je pense que c'est important qu'on soit représenté des deux côtés de la négociation, mais il y a comme un abus de ce pouvoir-là. Je pense que c'est peut-être aussi lié à la faiblesse relative de la CAQ dans le paysage politique. Mais bon, je sais pas si je suis favorable à cette loi-là. Je l'ai pas examinée, mais une chose certaine, il y a un soutien de la population actuellement pour reprendre un peu le contrôle dans l'abus du droit de grève. Fred Bastien, on termine peut-être rapidement avec toi. Je sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar, mais il y a un enfant qui s'est retrouvé prisonnier dans une machine à toutou. Oui. Est-ce qu'il pleurait ou il criait de joie? Vous savez, là, les fameuses machines où on peut, avec un bras mécanique, accéder à un jouet ou un toutou, ça se passe en Ohio. Le petit gars est carrément entré dans la machine de l'intérieur et ce qui devait arriver... qui livre les toutous. Voilà, exact. Ouais. Ce qui devait arriver arriva. Il est resté coincé dans la machine en tant que tel. C'était dans le centre communautaire là, de ce village en Ohio. Si vous nous regardez là, à la télévision, on voit, ou si vous nous écoutez, on voit un enfant monter dans une immense machine jaune là, qui est un genre de distributeur à toutou avec une pince. Et là, évidemment, suite à ça, des dizaines de pompiers là, qui sont venus pour essayer de le sauver. C'est quand même... Ça s'est passé à Mason, effectivement. Et donc, bonne nouvelle, là, il a réussi à s'en sortir indemne, tout comme la machine. Là, les secouristes ont amené la machine à une boutique un peu plus loin, ont réussi à dévisser le panneau extérieur en arrière. Et bon, le petit gars s'en sort indemne, les toutous aussi. Tout le monde gagne. J'ai l'impression que pour beaucoup d'enfants, c'est comme un rêve d'être comme « Oh, je vais être dans la machine à toutou » jusqu'à temps que tu sois dans la machine à toutou. Puis là, c'est comme... maintenant, on fait quoi? Là? Ça vire vite en cauchemar. Ouais. C'est le genre de truc que quand t'es à l'externe de ça, ça a l'air très beau. Bref, on est ravis d'apprendre que le jeune a pu s'en sortir. Au prix des maisons, ça peut être une bonne maison, une machine à toutou. Là, merci à tous et à toutes d'être avec nous. Fred Bastien, Cybèle Olivier, merci, c'est toujours un grand plaisir. On dirait que ça s'améliore avec le temps, ce plaisir toujours plus grand. Je salue évidemment les mains de Jean-Philippe Leroux en régie, Maximile Sayer. Le coach du Canadien est allé prendre une petite pause syndicale, mais il est là. Puis Jeff Bérard qui a réglé notre problème de télé.